Voilà, avec un retard de 12 minutes, bien, on vous retrouve sur Actu Matin. Toutes nos excuses pour ce démarrage tardif en raison donc des problèmes qui sont survenus à la dernière minute. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 et sur notre site internet le www.canal3télévision.com où vous vivrez en direct toute l'information sur Actu Matin, votre matinale. Wahabalik Para, Nagib Alagbe, bonjour. Bonjour Christian. Dans l'actualité ce matin, nous n'irons pas plus loin que celle du moment, les élections communales et municipales du dimanche dernier. Les résultats seront dévoilés demain, mercredi 20 mai, par la Commission électorale nationale autonome. Vous suivrez dans le mini-journal de Nagib Alagbe les précisions de la vice-présidente de l'institution Geneviève Bokonadio au soir du vote et jusqu'à présent, les chiffres fusent. Nous allons surfer sur les données dont on dispose déjà en attendant les résultats officiels de la commission électorale. Tour d'horizon des grandes tendances qui se dégagent. Nous apprécierons le comportement des électeurs de certaines villes, je veux dire les villes les plus en vue: Cotonou, Ouida, Porto-Novo, Aboumé, Calavi, Boïcon, Aboumé, Parakou, Djougou, Natitengu et leur suite. Ils ne sont pas candidats, mais ils ont pour la plupart coordonné ou supervisé le processus électoral dans son ensemble et dans leur zone géographique. Ces leaders, ministres et députés, membres fondateurs des partis politiques, ont-ils réussi à imposer leurs militants candidats au cours de ces élections à travers les urnes? Les tendances sorties des urnes en disent long. Il y a à dire sur l'influence de chacun et on va en parler dans le forum de discussion. Il sera également abordé dans votre matinale le débat autour de l'attribution des sièges aux listes. Un arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême saisi par la NCB met fin à la confusion qui prévaut. Nous aurons d'ailleurs les explications d'un expert en communication et décentralisation, Franck Kenevo, est l'invité du forum. Entre-temps, le chroniqueur sur la polémique des 10% va se prononcer. Son invite, patienter jusqu'au verdict de la Sénat et c'est demain. Vous entendrez Moïse Dossoumo. Merci de nous préférer. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Les toutes premières informations à la une des journaux, c'est avec vous, Wahabali Para. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. L'actualité nationale est essentiellement politique et liée beaucoup plus aux élections communales et municipales. On va ouvrir le bal avec fraternité, cartographie politique après l'élection du dimanche, contrôle des mairies, une bataille à multiples enjeux, répartition des sièges dans les communes, les précisions de la Cour suprême et les clarifications de l'expert Franck Kenevo. Les grandes tendances du scrutin du dimanche à retrouver dans les colonnes de fraternité. Et puis après 10 années passées en exil du côté de l'Hexagone, Monseigneur Marcel Honorat Agboton souhaite rentrer dans son pays, le Bénin, à en croire les indiscrétions de son entourage. En vérité, c'est la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. La polémique des 10%, c'est le titre. À la une maintenant de Bénin intelligent, communal et municipal de 2020, les probables nouveaux maires des grandes villes du Bénin. Bénin intelligent qui donne à voir les photos de Lucas Trokpo pour Cotonou, Malik Seibou Gomina pour Djougou, Patrice Oussou Godé pour Aboumé Calavi et Armand Gansé pour Boycon. Les trous dans la réforme du système partisan, comprendre la situation des partis PRD, UDBN et FCB, répartition des sièges, la Cour suprême tranche les clarifications d'un expert en décentralisation. L'économiste Habitat pour tous vers une nouvelle augmentation du capital de la CRRH,
UOMOA, marketing de réseau, marché de dupes ou opportunités d'affaires, s'interroge le journal. Le potentiel suffrage sorti des urnes ce 17 mai 2020, Gilles Hundolo règne désormais en maître à Glazoué. Scrutin du dimanche 17 mai 2020 à Domaou, l'artisan de l'écrasante victoire de l'Union progressiste à Lalo. Le télégramme, répartition des sièges au communal de 2020, la Cour suprême lève tout équivoque. Organisation des élections communales malgré la crise sanitaire, le gouvernement relève le défi. Un scrutin globalement réussi. Et après les communales, la plateforme électorale des organisations de la société civile redoute une hausse de taux de propagation du coronavirus. Quotidien Le Matinal, Gilles Goyi à propos des élections communales, talon réussi, la réforme du système partisan, les tendances dans les 12 départements retrouvés dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Matin libre à présent, communal 2020, décryptage du scrutin du 17 mai, légère percée du bloc républicain et de l'Union progressiste, les raisons plausibles. Hungbeji vers la descente du piédestal, grosse interrogation. FCBE, la surprise dans les collines et le nord. Barthélemy Kassa affaibli à Materi. Paul Hunkpe en demi-teinte à Bokba. Boycott de la rencontre avec le gouvernement vers la renaissance du syndicalisme. Une interrogation à la une ce matin de Matin Libre. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin. C'est vrai, je n'ai pas la version numérique du quotidien de service public, mais la Nation ce matin a titré « Opération post-scrutin à la Sénat ». Presque toutes les cantines déjà réceptionnées. Les recommandations de la plateforme électorale des OSC à retrouver dans les colonnes du quotidien de service public La Nation. Et ça fait également partie de l'actualité ce matin. Cartographie politique après l'élection du dimanche. Contrôle des mairies, une bataille à multiples enjeux. Écrit ce matin le journal Fraternité, le quotidien Maison, qui est également revenu sur la répartition des sièges dans les communes avec les précisions de la Cour suprême. La Cour suprême qui est allée beaucoup plus en détail sur le contenu de cet article, l'article 184 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral qui dispose que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. En tout cas, on va y revenir sur ce plateau avec notre expert en décentralisation, Franck Kenevo, qui nous apportera beaucoup plus d'éclairage sur cette attribution de sièges. Restez avec nous. Logiquement et probablement demain, quand nous serons mercredi, la Sénat rendra public les résultats officiels de cette élection communale et municipale. On va d'ailleurs en parler dans le mini-journal avec vous, Naguib Alagoué. Les titres. Bonjour Christian, bonjour à nouveau, chers tous. Communal et municipal 2020. Après le vote, l'heure est au bilan en attendant la compilation et la proclamation des résultats. Les organismes structurés intéressés à la question font le point du déroulement. La plateforme des organisations de la société civile à cheval sur les questions de transparence du scrutin et partant des résultats, apprécie à partir du rapport dressé par ces observateurs déployés partout l'ensemble du processus et fait des recommandations. Une déclaration a été lue à cet effet. Et puis quelques heures encore et ce sera le bout du tunnel. Mais en attendant, le suspense se prolonge. Candidats et militants de différents partis en liste devront attendre mercredi pour avoir une idée réelle de la situation. À cette date, la Sénat proclamera les résultats provisoires bien avant le point de l'organisation du scrutin et les quelques couacs enregistrés ça et là. Ce sera avec la vice-présidente de l'institution. Elle répondait aux questions de Idrissou Boukari. Voilà, on va y revenir tout à l'heure avec vous, Naguib Alagoué. Merci de rester en place. Tout de suite, la chronique du jour avec Moïse Dossoumo à la présentation. C'est le débat au bout de toutes les lèvres depuis dimanche à la fin du vote. Comment seront repartis les sièges? On va en parler de long en large ce matin, mais avant, c'est une polémique qui inspire le chroniqueur Moïse Dossoumo. Bonjour. Bonjour Christian. On vous écoute.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Le fameux critère des 10%, récemment introduit dans le code électoral, déchaîne les passions. Au temps fort du vote de cette loi, des voix et pas des moindres s'étaient élevées pour attirer l'attention du législateur sur la délicatesse de cette réforme. Mais rien n'y fit. Déclarée conforme à la Constitution, la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a été promulguée. Et ces dispositions sont testées pour la première fois à l'occasion des municipales et communales le dimanche dernier, 17 mai 2020. Si en amont, certains partis politiques désireux de prendre part à ce scrutin ont été écartés parce que n'ayant pas réussi à réunir certaines conditions préalables en aval, d'autres ayant régulièrement participé à ces élections courent le grand risque d'être invincés au moment de la répartition des sièges. Ce scénario qui se profile à l'horizon est l'objet de 1001 commentaires. L'alinéa 1er de l'article 184 est sans équivoque. Citation: seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Fin de citation. Sans ambiguïté, le législateur a conditionné l'octroi des postes en compétition uniquement aux partis ayant obtenu un minimum de 10% des voix valables au plan national. Certes, pour des élections communales, la circonscription électorale se limite à l'arrondissement. Mais la spécificité béninoise, adossée à la réforme du système partisan, veut qu'avant de prétendre à occuper des sièges au sein des organes délibérants au niveau communal, les partis doivent avoir réussi au préalable à engranger autant de voix supérieures ou égales à 10% à l'échelle de tout le pays. Sachant bien qu'ils se livrent à un jeu dangereux, des creusets politiques qui n'ont pas nécessairement participé à l'étude et au vote de la loi se sont jetés à l'eau, pendant que d'autres se sont rétractés. Toujours dans son alinéa premier, l'article 187 du même code électoral se fait un peu plus précis. Citation: les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir. Fin de citation. À ce niveau, le débat ne se pose pas tant que ça. Ce qui retient l'attention, c'est le critère éliminatoire des 10% arrimé à des élections de proximité. Juge du contentieux des élections municipales et communales, la Chambre administrative de la Cour suprême s'est fort heureusement prononcée sur le sujet 3 mois avant les consultations électorales du dimanche dernier. L'arrêt numéro 2020-01/CA/ECM du 18 février 2020 fournit de la matière au personnel politique, aux juristes et à l'opinion. Pour le juge administratif, siégeant en qualité de juge électoral, il résulte que dans le processus d'attribution des sièges, la Sénat se doit de tenir compte non seulement des suffrages obtenus par les partis politiques ou listes de candidatures admis à l'obtention des sièges, mais également des suffrages obtenus par ceux qui en sont exclus du fait qu'ils n'ont pas recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. La compétence d'annuler ou d'écarter des suffrages exprimés est ainsi retirée à la Sénat, puisque le juge électoral est d'avis que des partis peuvent être exclus de la répartition des sièges, bien qu'ayant obtenu des suffrages valablement exprimés. Cela va sans dire que ces suffrages, qui ne sauraient être invalidés, profiteraient à d'autres partis jugés aptes à la répartition des sièges. En attendant que la Sénat, à qui le législateur a refilé la patate chaude, se prononce, les réactions des citoyens vont à bon droit dans tous les sens. Justement, les réactions des citoyens, et ce depuis quelques jours déjà. L'ambiance post-électorale suit son cours en attendant la publication des résultats officiels par la Commission électorale nationale qui devra désormais suivre ces précisions apportées par la Cour suprême sur la répartition des sièges. Et précision pour précision, ce matin, on va recevoir un expert en décentralisation, Franck Kenewo. C'est l'invité du forum. Ce sera après le forum de discussion. Merci à vous, Moïse Dosoumou. Très bonne journée. Dans un instant, le mini-journal.
L'ambiance post-électorale suit son cours. La plateforme électorale des organisations de la société civile a déployé ses observateurs dans tout le pays dimanche pour suivre le déroulement du scrutin. L'objectif est de relever les insuffisances et assurer la transparence des élections. Là-dessus, la plateforme a rendu publique une déclaration préliminaire. C'était lundi à Cotonou, déclaration dans laquelle elle apprécie le déroulement du vote, appelle les populations et les électeurs au calme et fait des recommandations à l'endroit des acteurs politiques, des structures impliquées dans le processus électoral. Je vous invite à suivre la substance de cette déclaration. C'est au micro de Idrissou Boukari. Le taux de satisfaction du démarrage du scrutin, il est de 79,8% selon les données reçues des 356 observateurs sur les 360 déployés. Taux de satisfaction du déroulement du scrutin, il est de 81,46%. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, selon les données reçues des 353 observateurs sur les 360 déployés, taux de satisfaction de dépouillement, il est de 86,2%. Taux de satisfaction pour le respect des mesures anti-Covid, il est de 58,59% pour le respect de la distanciation sociale et de 54,83% données envoyés par 341 observateurs pour le port de cache-nez. Le scrutin s'est déroulé sans aucune interruption dans 95,61% de cas selon nos observateurs. Il en a été ainsi, par exemple, au PV4 du centre de vote CEG Les Pylônes dans le 13e arrondissement de Cotonou et du PV01 du centre de vote CEG Titirou dans le 1er arrondissement de Parakou. La durée réglementaire de 9 heures a été respectée pour le scrutin dans 99,12% des cas. PV02 du centre de vote EPP Ilakanji dans l'arrondissement d'Agoué, à Grand Popo. Votes multiples et fraude. C'est par exemple le cas des votes multiples signalés au PV01 EPP à Clément, arrondissement de Doko, commune de Tobiclé, où le chef village a fait au moins 12 votes à lui seul. De corruption électorale signalée à Kobé, de fraude électorale signalée à Ladji Farani, 2e arrondissement de Parakou, où le président de PV a été appréhendé avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d'électeurs. Et au PV03 EPP Ranho, arrondissement Ranho, commune d'Avrankou, département de Lomé, où 4 cartes d'électeurs ont été retrouvées chez un membre de poste de vote. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin formule les recommandations suivantes au gouvernement: de prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur une augmentation éventuelle du nombre de cas confirmés de Covid-19. À la Sénat, de traiter de façon professionnelle les cas d'incidents de fraude et de corruption électorale relevés au cours du scrutin. À la Cour suprême, de régler promptement les contentieux électoraux issus de ce scrutin. Aux acteurs politiques, d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition de sièges et d'attendre les proclamations des résultats définitifs par la Sénat. Voilà, c'était là les observations de la plateforme électorale des OSC, propos recueillis par Idrissou Boukari et Moufid Sabouran. Et 24 heures après le scrutin, on fait le point avec l'institution chargée de l'organisation de ces élections. Il s'agit de la Sénat à travers la vice-présidente qui s'est livrée à cet exercice. Geneviève Boko-Nadjo, qui répondait aux questions de notre envoyé spécial à la Sénat, a dressé un bilan globalement satisfaisant, quoiqu'elle ait concédé le fait qu'il y a eu quelques ratés. Elle annonce par ailleurs que les résultats provisoires seront proclamés mercredi prochain par la Sénat. On va l'écouter au micro de Idrissou Boukari. En matière de bilan, je peux déjà dire que l'élection a bien eu lieu. Déjà, c'est un premier bilan. Ensuite, c'est vrai que nous avons eu
quelques petites difficultés ici et là. Mais pour utiliser une terminologie bien connue, ce sont quelques irrégularités qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Et nous allons déjà commencer par recevoir les coordonnateurs d'arrondissement avec les cantines au sein de la Sénat. Actuellement, nous sommes à un taux de 80%. En matière de cantine également, nous sommes à un taux de 80%, plus ou moins 80%. Et nous espérons que d'ici à minuit, on aura la totalité des cantines à la Sénat et la totalité des résultats. En matière de respect des gestes barrières, déjà de façon générale, on a pu constater que la plupart des électeurs étaient munis d'un masque. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il a été dit à certains endroits qu'on n'avait pas proposé le masque aux électeurs, mais ces personnes-là venaient déjà sur place avec leur masque, tel que indiqué par le gouvernement. Donc certains agents électoraux n'ont pas eu le réflexe de proposer automatiquement un masque, mais il y avait bien ce matériel-là au niveau de tous les postes de vote, à la différence que contrairement aux consignes qui ont été données par la Sénat, dans certains centres de vote, plutôt que d'avoir les masques à l'entrée du centre de vote, ces masques-là se sont retrouvés à l'intérieur du poste de vote, ainsi que les gels hydroalcooliques. Donc de ce point de vue, je pense que globalement, la situation est satisfaisante. Par contre, en matière de distanciation sociale, ça a été plus dur, ça a été plus dur à respecter. Les images l'ont montré. Il était question que les agents de la police républicaine sur place aident à ce que cette mesure soit respectée, mais à notre corps dépendant, à certains endroits, ça n'a pas été respecté. On espère que il n'y aura pas de conséquences dommageables par rapport à ce comportement-là. Dans le meilleur des cas, mercredi, notre calendrier indique la date du 24 mai, mais je pense que nous aurons les résultats bien avant, mercredi ou plus tard. Voilà, actualité hors élection. À présent, les universités publiques et privées du Bénin ont repris vie. Depuis ce 11 mai, dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire du Covid-19, les cours sont dispensés aux étudiants via les plateformes numériques à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ESBA de Dassa. La communauté universitaire s'est mise au pas. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur place pour s'assurer de l'effectivité de la reprise. On fait le point de cette descente dans le reportage qui va suivre. Les cours ont à nouveau repris dans nos universités nationales et privées. Et pour se convaincre de cette relance des activités pédagogiques, une équipe conduite par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendue à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA de Dassazoumé. Le centre universitaire est effectivement réouvert avec d'importantes mesures de protection prises contre le coronavirus. Nous avons acquis une dizaine des dispositifs de lave-mains à pédale. Au niveau du bloc administratif, nous en avons devant chaque classe, chaque laboratoire pour les filières qui ont démarré. Nous n'avons eu aucune difficulté à les disposer, un étudiant par table, dans une disposition zigzag, de sorte qu'il y a un minimum d'1,50 m qui sépare deux étudiants assis dans une salle. Vous l'avez constaté aussi, ils sont tous en masque, aussi bien les étudiants que les enseignants et le personnel administratif de soutien. À l'ENSBBA de Dassa, les étudiants des différentes spécialités qui sont en effectif réduit sont répartis dans plusieurs salles. Les cours sont dispensés sur des supports numériques et physiques mis à leur disposition pour leur faciliter l'apprentissage. Quant aux apprenants des filières à gros effectifs comme la chimie, biologie, géologie, ils suivent les cours depuis leurs ordinateurs ou smartphones. Les thématiques sont expliquées en visioconférence par les professeurs. Ceci conformément à un emploi du temps réaménagé. En plus des explications en ligne, ces étudiants peuvent également télécharger les cours et travaux dirigés sur la plateforme e-learning à travers le portail étudiant.bj. Les petits effectifs sont au cours. Les grands effectifs, quant à eux, nous avons tout à l'heure avec le directeur et le vice-recteur qui est avec nous, demandé au comptable d'aller acheter de crédit dans les 3 modems. Le modem des étudiants sera exploité par ceux qui sont en CBG. Le modem du personnel administratif
sera aussi utilisé par les étudiants de 2 écoles. Et sur le modèle des enseignants, certains étudiants donc de 2 écoles également pourront l'exploiter. Voilà ce que nous venons de faire en attendant que l'équipe du ministère du numérique et de la digitalisation ne passe. Démarré après plusieurs semaines de congés prolongés pour cause de la pandémie du Covid-19, ces cours repris vont durer 1 mois et demi au plus et seront immédiatement suivis des évaluations finales. Voilà, du soutien au gouvernement béninois dans la lutte contre le coronavirus. Cette fois-ci, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui a fait un don de matériels médicaux afin de permettre une meilleure gestion de la crise sanitaire en cours. Eau de javel, papier mouchoir et alcool sont entre autres intrants médicaux offerts au ministère de la Santé. De nouveaux équipements sanitaires pour accompagner le gouvernement dans son élan de riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. Un don qui émane du programme des Nations Unies pour le développement, composé du coton, de savon liquide, d'alcool, de l'eau de javel et bien d'autres produits consommables. Nous voulons marquer notre solidarité envers le peuple béninois, envers le gouvernement béninois et tous ses dirigeants pour dire que vous n'êtes pas seuls dans cette lutte-là. Vous avez des partenaires, vous avez des amis qui sont là à vos côtés et ne baissons pas les bras. Et j'en appelle également à nos chers concitoyens béninois, vraiment de suivre strictement, rigoureusement les mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires du pays. C'est un premier lot de matériels médicaux d'une valeur de 13 millions de francs CFA que le PNUD apporte ainsi pour jouer sa partition dans la bataille. Du côté des bénéficiaires, le geste est la bienvenue et un usage rationnel en sera fait, ont-ils souligné. Il y a eu déjà certaines structures des Nations Unies qui sont déjà passées avant vous. Je vais citer par exemple l'OMS, l'UNICEF, qui nous ont également accompagnés. Donc vous mettez également les pas dans les pas de ces structures qui vous ont précédés. Et je ne peux que vraiment que vous remercier. Depuis un bout de temps, nous avons revu notre stratégie qui voudrait que nous puissions dépister au maximum et pouvoir traiter également au maximum. Ce lot d'intrants viendra renforcer les besoins, les gaps qui sont au niveau de nos laboratoires, mais également qui sont au niveau des sites de prise en charge. Bien d'autres intrants sont attendus dans les tout prochains jours, ont promis les responsables de l'institution internationale au Bénin. Et c'est l'occasion pour le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement de reconnaître les efforts déjà consentis par l'État béninois dans la lutte contre la Covid-19. Voilà, et avant de refermer ce mini-journal, sachez que la zone sanitaire Zobodomé-Boyikon-Zakota dispose désormais de dépôts répartiteurs. L'infrastructure va permettre d'approvisionner, de stocker et de distribuer aux différents hôpitaux et centres de santé de la zone les divers produits et médicaments acquis à leur profit. Construit sur financement du Fonds d'appui au développement des communes FADEC Santé, exercice 2019, l'édifice est une autre contribution de la mairie de Boyikon à l'amélioration de la qualité des soins dispensés par les agents de santé pour le bien-être des populations. Le résumé de la cérémonie d'inauguration avec Imet Hélène Amoussou. Un dépôt répartiteur au profit de la zone sanitaire Zoboza, Zobodomé-Boyikon-Zakota. L'infrastructure longtemps attendue est enfin réalisée. Il a été construit sur financement du Fonds d'appui au développement des communes FADEC Santé Gestion 2019. C'est une contribution de la mairie de Boyikon au bien-être des populations. Au niveau donc, de la commune, il y a eu plusieurs investissements. Je peux citer déjà le centre de santé de Boyikon 1 qui a été construit par la mairie, les centres de santé de Sodokomen, où on a construit le dispensaire, les châteaux d'eau qui ont été construits à Kassagon, à Rogana, les incinérateurs qui ont été construits à plusieurs centres de santé. Nous bénéficions au quotidien de l'appui en matériel à travers
les partenaires. Nous avons également l'appui en médicaments et mieux encore en personnel. Implanté au centre médical 1 de Boïcon, l'édifice comporte en plus d'un bureau spacieux, une terrasse de 6 mètres carrés, un magasin de 94 mètres carrés, une chambre froide ainsi que des toilettes. Ce dépôt répartiteur facilitera désormais l'approvisionnement et le stockage des divers produits et médicaments acquis au profit des différents hôpitaux et centres de santé de la zone sanitaire. La vie de nos centres de santé, le poumon, c'est les médicaments. Vu l'évolution des choses, la capacité que nous avons pour nos dépôts répartiteurs, à un moment donné, c'est devenu insuffisant. Vous avez su toucher un point sensible pour le développement, la vie du centre de santé de Boïcon. Ce que nous avons fait est pour nous un devoir. Nous n'allons pas l'arrêter, nous allons continuer à le faire. La municipalité fera encore un peu plus les jours et les semaines à venir. La nouvelle équipe dirigeante qui sera là fera certainement encore un peu plus. Je voudrais leur faire confiance. Je leur dis qu'ils auront mon soutien partout où je me trouverai. Parce que toute action qui doit aller dans le centre de développement qui concerne la ville de Boïcon m'engage. J'ai été engagé hier, je suis engagé aujourd'hui. Je prends l'engagement que demain, ça va être la même chose. Je ne me ferai pas prier pour apporter ma petite pierre à l'édifice que nous bâtissons ici à Boïcon. À travers cet appui, la municipalité de Boïcon donne une fois encore la preuve de son soutien aux agents du secteur de la santé de la ville. Ces derniers qui sont trop sollicités et contribuent chaque jour au bien-être des citoyens de la ville Carrefour. Voilà, fin du mini-journal. Christian Dandéga. Merci. À vous, Nagui Balagoué, très bonne journée du mardi. À vous, mesdames et messieurs, vous restez en place. Actu Matin se poursuit. Les grands rendez-vous à prendre. Dans un instant, le forum de discussion. Nous aurons en plateau Hakimi Ousseni et Herman Parfait à Niambossou au téléphone. On va joindre André Dossa pour aborder les sujets d'actualité, notamment ces élections communales et municipales qui vont livrer leurs secrets demain au niveau de la CELA. Et puis, en invité, forum de discussion, on parlera également de cette polémique autour de l'attribution des sièges aux partis politiques dans les 546 arrondissements du Bénin. Franck Kenevo espère en décentralisation. Il sera avec nous pour nous apporter quelques précisions. Et avant la revue de presse d'Assiomon Kanya Assiomon, Ouliat Sanoussi nous propose ce matin un magazine métier de la semaine sur le aîné, une solution beauté pour les femmes. Restez avec nous. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bang & Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques.
c'est les Tech Days. Passez un mode télétravail avec Microland Informatique. Jusqu'au 31 mai, venez profiter de cette promo spéciale avec nos packs PC et imprimantes plus accessoires de marque eLife, Lenovo et HP. Tech Days avec Microland Informatique, c'est le meilleur du matériel informatique pour travailler efficacement depuis chez vous et ça marche. Garantie 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans notre showroom 6 à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Nicom Technologies, élue meilleure entreprise de solutions technologiques et des services numériques. Contact 95 95 28 24. Et voilà, c'est le forum de discussion sur Actu Matin ce mardi 19 mai 2020, 7h47. Bonjour Hakimé. Bonjour Christian. Herman, bonjour. Bonjour Christian. Au téléphone, nous avons André Dossa. André, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Herman, bonjour Hakimé. André, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Herman et bonjour Hakimé. Ah, enfin. Bonjour, Toulouse est là maintenant. J'étais toujours là. Ah, d'accord. D'accord, merci d'être là, André Rossa. Alors, on va continuer de parler de l'actualité du moment, les élections communales et municipales. Dans quelques heures, donc, nous aurons les résultats officiels du côté de la Sénat. Quand je dis quelques heures, c'est pratiquement moins de 24 heures demain. Alors, le peuple électeur et les partis politiques et leurs 3630 candidats, chacun titulaire et suppléant, attendent d'être fixés. Tout ce monde a les yeux rivés donc sur la Sénat qui rendra public les résultats demain. La grande attente quand on a déjà une idée des grandes tendances dans les différentes régions du Bénin. La sérénité côté parti politique, André? La sérénité, oui, dans certains partis politiques, je crois que elle est de mise. Par contre, je crois qu'elle est moins dans d'autres. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui sans doute savent déjà qu'ils n'ont pas pu franchir la barre de 10%. Il y en a d'autres qui continuent d'espérer pouvoir la franchir, cette barre fatidique. Donc, il est évident qu'on ne peut pas être tout à fait serein dans cette bastion-là. Je crois que c'est une élection. La loi a prévu que ce soit la Sénat qui en proclame les résultats. Pour le moment, il est vrai que beaucoup de chiffres circulent. Chaque parti a fait sa compilation. Chaque parti s'est doté d'une cellule informatique pour calculer les suffrages. Mais le dernier mot revient à l'institution chargée d'organiser le scrutin. Nous allons continuer de commenter les tendances, mais tout en attendant la Sénat. Justement, on va continuer de commenter les tendances. Justement, parlant de tendances, Hakimé Seydou Ouseni, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous voyons sur le terrain et les appréciations des uns et des autres, notamment des candidats et des responsables des partis politiques, qu'est-ce que vous en dites? Non, nous lisons suffisamment, je dirais, de compilation de chiffres depuis avant hier nuit, et depuis hier jusqu'à ce matin. Chaque jour que Dieu fait, il y a une compilation de plus, il y a des chiffres. Chacun tire le drap de son côté? Non, est-ce que c'est tiré le drap de son côté? Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des résultats sortis des unes. Et grâce, je dirais, au smartphone, grâce à tout l'arsenal, je dirais, des nouvelles technologies de communication, eh bien, on peut faire des travaux de compilation. Je crois que tous les états-majors ont travaillé dans ce sens, installer des cellules informatiques afin que les résultats viennent des différents bureaux, les centraliser et donc voir à quel niveau eh bien, ils se retrouvent. Donc je crois que c'est ce qui est en train d'être fait depuis avant hier, au même titre que certainement la Sénat le fait, puisque les cantines sont en train d'être convoyées vers la Sénat. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs dans l'introduction ce matin, il n'y a que d'ici demain, on aura les grandes tendances, les résultats publiés par l'institution en charge de l'organisation des élections. Mais déjà, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que, eh bien, il y a que les résultats viennent par endroits, je dirais, confirmer l'hégémonie de certaines formations politiques dans leur région.
nous avons 77 communes et vous constatez avec moi, Christian, que 5 partis étaient en liste pour le compte de ces municipales et communales de 2020. Il n'y a que par endroit on a espéré voir des percées de cette information au regard des hommes politiques de l'instant et du milieu, mais bien malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est un sujet que nous allons aborder. Mais en gros, on constate que bien, sur les 5 formations politiques, il y en a qui sont bien comportés sur toute l'étendue du territoire national. Il y en a qui, quand on fait le point, bien, ils n'ont eu que des percées que dans leur région. Et donc, cette affaire de 10% va certainement poser des problèmes. C'est pour ça que vous vous souvenez qu'au fort moment du vote de cette loi, j'ai insisté pour dire que qu'est-ce qui est fait par les hommes politiques afin que, eh bien, il y ait cette pédagogie vis-à-vis des populations. J'ai l'impression, et je vais être démenti, que ça n'a pas été fait. Et du coup, je crains que ça crée des situations d'incompréhension au niveau des électeurs qui certainement auraient, je dirais, exprimé leur droit de vote en faveur d'une formation politique. Les résultats sortis des urnes. Exactement, et qui à l'arrivée se rendront compte que les conseils pour lesquels ils ont voté ne vont pas servir. On va y revenir tout à l'heure, surtout à travers la décision de la Cour suprême, mais nous aurons les explications également d'un expert en décentralisation, Franck Kenevo, qui sera avec nous tout à l'heure. Oui, Herman, parfait, à Niamboussou, l'ambiance avant la proclamation des résultats, les grandes tendances. C'est vrai que nous irons ville par ville, surtout les grandes villes du Bénin, pour voir un peu le comportement des électeurs et apprécier ce qu'il sera de l'élection des prochains maires. Herman. Oui, quand vous avez parlé de sérénité, c'est vrai, André Doussa vous a dit que c'est pas partout cette sérénité-là. Il y a ces partis politiques qui, en tenant compte des résultats fournis par leurs différents représentants dans les centres de vote, pensent qu'aujourd'hui, ils ont une certaine suprématie et qu'ils arrivent à conforter leur position, leur hégémonie dans certaines villes du Bénin, dans certaines communes à statut particulier, dans certains arrondissements. Je pense que ce qui est fait jusque-là, ça montre qu'il y a du travail qui a été fait quand même. Ça montre qu'on dise que ces 2 formations politiques appartiennent au chef de l'État, au soutien du chef de l'État. La bataille n'était pas là, la bataille était ailleurs. C'était que l'UP, par exemple, qui a eu la majorité pour les législatives, a voulu conforter sa position. Et le BR, qui entre-temps était le deuxième, qui était devenu deuxième à ces législatives-là, s'est dit, c'est le moment plus que jamais de renverser la tendance, de montrer que nous avons une certaine existence, nous avons une certaine hégémonie. C'est vrai que dans certaines villes du Bénin, le BR a réussi quand même à montrer que, bon voilà, nous sommes là, nous sommes présents. L'UP a confirmé son hégémonie, sa suprématie, mais toujours est-il qu'au niveau des résultats qui sortent, des tendances qui sont publiées, on constate effectivement que, oui, des éléments ont été pris en compte. Hakim est venu tantôt sur la question de 10%. Et c'est justement cette question qui fait que dans les états-majors, il n'y a pas de sérénité en ce moment. On se demande si les 10% seront calculés sur la base des suffrages valablement exprimés tels que la loi le dit. Même si depuis hier, nous avons la position, nous connaissons le verdict de la Cour suprême. Oui, la Cour suprême, avec ses décisions, c'est pas depuis hier, c'est une décision qui date de quelques jours déjà, qui n'a juste été qui n'a été actualisée, donc portée à la conscience publique. Je pense que ce qui est fait dans ce cas, vous tout à l'heure recevra un expert en la matière. Il y a toujours polémique sur la question, à mon avis. Alors, revenons aux grandes tendances. Hakim Seydou Ousseni, c'est vrai que nous ne publions pas de chiffres, mais lorsqu'on regarde un peu le tableau qui est présenté, on voit l'Union progressiste, on voit le Bloc républicain. La surprise, ce sont les Forces Corées pour un Bénin émergent, le PRD, l'UDBN, ce sont ces 5 partis politiques qui ont compétit, qui ont participé aux élections. Oui, la courbe, très ascendante à certains niveaux. Oui, à certains niveaux, rééquilibré à certains autres endroits. Et puis, surprise, comme vous l'avez dit, de la percée de certaines formations au niveau de certaines communes. Nous avons de grandes métropoles. Nous avons Cotonou. Nous avons par exemple Abomey-Calavi, Porto Novo, Parakou, Natitengu, Djougou, certainement Malanville, pour dire des choses comme ça. Quand on prend ces différents pôles, on se rend compte qu'il y a eu des comportements des électeurs qui amènent forcément à analyse. On va y aller pas à pas pour constater que, par exemple, quand il a été annoncé pour être candidat à Cotonou, on ne comprenait pas ce qui a pu motiver, je dirais, ce choix des militants et sympathisants de l'Union progressiste, c'est-à-dire le choix de Lucas Tropo de venir compétir à Cotonou. Quand on fait un peu le point des résultats sortis des urnes et des compilations qui sont faites par les différentes formations politiques, les différents états-majors, on se rend compte que tant bien que mal, il y a que l'Union progressiste semble mieux se comporter et a essayé quand même de tirer son épingle du jeu.
jeu, en ce qui concerne, je dirais, la commune de Cotonou. Sans pour autant faire remarquer que juste après, il y a comme un peu du coude à coude avec le bloc républicain. Même chose, situation presque un peu similaire au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, parce que réellement, là également, il va constater que les têtes de pont qui étaient, je dirais, les deux listes, l'Union progressiste, Georges Bada, donc maire en exercice, et puis l'ancien maire, Oussou Guédé, vous avez remarqué que je crois que là, c'est même plus que du coude à coude. Ça se tient un peu sur le fil du rasoir. Et donc, je veux bien espérer voir ce que ça va donner, parce que bon, la Cour et la Sénat, bien entendu, aura à nous dire si oui ou non il y a peut-être quelques anomalies quelque part. Bref, en tout cas, comme nous le constatons, le Bière semble avoir une toute petite légère avance au niveau de cette ville-là. Le cas de Parakou m'intéresse, et beaucoup plus le cas de Djougou. Avant de revenir à Parakou, vous allez vous prononcer. On va écouter également André Dossa qui s'impatiente au bout du fil. André Dossa, oui, votre analyse sur les tendances au niveau de certaines grandes villes, à votre choix. Bon, est-ce que je me patiente? Sinon, il faut dire que pour ces élections qui ont mis aux prises 5 formations politiques, le Béninois n'a pas trop tergiversé pour faire son choix. J'ai eu le sentiment que l'électeur a été tout à fait concret. Les gens ont fait ce qu'on appelle ici communément le vote utile. C'est-à-dire quoi? Au-delà du fait que les formations politiques, certaines formations politiques dans l'ensemble, quand même, plus ou moins, ont conservé leur bastion. Conserver les fiefs qu'on connaissait, vous voyez, à l'image du PRD, malgré tout ce qu'on a pu dire du PRD, a quand même conservé une certaine présence dans ces fiefs traditionnels. Ouais. Vous verrez que les performances de l'UDPN seront beaucoup plus intéressantes au niveau donc de la localité où la présidente de ce parti est à son ancrage, et ainsi de suite. Alors, donc, les électeurs ont concentré leur vote sur des partis tels que l'Union progressiste, le Bloc républicain, c'est-à-dire la hiérarchie sortie de la dernière législative pas inclusive, a été respectée. L'Union progressiste venant donc en tête, même si le PR a essayé de combler un petit peu l'écart, l'Union progressiste est toujours en tête. Vient les FCBE qui faisaient partie des inconnus de cette équation des municipales. On se demandait quelle est encore cette Foscoré.Bénin émergence, en tête désormais, qui va à cette élection-là. Dans la mesure où son président donne, son leader charismatique l'a quitté, a démissionné à quelques encablures du parti et des élections. Et que surtout, une crise majeure a fortement tensé le parti. On se demandait, mais est-ce que vraiment les électeurs vont accepter d'abord recevoir les candidats qui iraient donc les voir pour se présenter sous la bannière FCBE, quel serait l'accueil qu'on leur réserverait? Mais on constate au terme donc de ce scrutin que l'accueil fut plutôt favorable, parce que FCBE a fait forte impression au point aujourd'hui d'être en phase de contrôler plusieurs communes. Je crois que très peu de bookmakers, très peu d'analystes ont prédit cela. Donc ça veut dire qu'il faut aussi relever à ce niveau-là l'attitude de l'électeur béninois. Pour ça, le Béninois, il a beau être frustré, fâché, mécontent, il ne dit rien, il garde sur lui et il attend le moment fatidique. Le moment fatidique pour le Béninois, c'est le moment où il faut aller glisser un bulletin dans l'urne. Et c'est là où le Béninois s'exprime. Je crois que c'est sous cette grille-là qu'il faut lire le comportement de l'électeur dans les collines, par exemple, dans une localité, par exemple, comme Banté, vous voyez, ou encore, vous allez un peu plus loin, et puis aller à Parakou. Je crois qu'il faut lire la résultat de Parakou en les comparant à Tchaourou. Vous voyez, à Tchaourou, ce n'est pas un raz-de-marée de FCBE. Par contre, à Parakou, ça a été cinglant, n'est-ce pas? On pouvait s'attendre à ce que le bloc républicain... On va se demander ce qui n'a pas marché à ce niveau-là. Peut-être qu'on a voulu à Parakou, les électeurs de Parakou ont peut-être voulu apprécier le bilan de leur maire, parce que là on ne peut pas dire à public que c'est l'action de Patrice Talon qui est rejetée, quand on compare à d'autres localités autour de Parakou quand même qui étaient des bastions FCBE. Donc peut-être qu'il faut aller chercher à ce niveau-là l'action du maire sortant qui a été d'une manière ou d'une autre appréciée par les populations. Je vois également à côté de ça que il y a les leaders politiques.
ces élections ont montré le poids des leaders politiques dans leurs différentes localités. Vous voyez Djougou par exemple, avant les législatives de 2019, tout le monde se disait, tous les analyses allaient dans le sens d'un plébiscite d'un certain Malick Gomina, qui à la fin était un cheval non partant, vous voyez. Mais aujourd'hui, les municipales ont confirmé sa mainmise sur cette commune-là désormais. C'est-à-dire quoi? Djougou avait déjà choisi, avait eu besoin d'un nouveau leader et a pu l'exprimer à quelques encablures des élections législatives de l'année dernière. Et ça n'a pas été, on ne l'a pas permis de le confirmer, de confirmer ce choix. Ça a été fait maintenant à travers ces résultats qu'on observe, les performances réalisées par Malick Gomina à Djougou. Ça veut dire qu'un nouveau leader est en train d'être à ce niveau-là et il faudra forcément en tenir compte. Voilà. Je vais également souligner, quand on descend un peu, on descend vers le sud. Oui. Dans le Koufo, aux dernières législatives qui donc ont vu aux prises les deux partis proches du pouvoir, c'est que Osman Domenech avait fait forte pression en faisant vraiment une grosse performance. Et du coup, pour ces élections-ci, il y a eu de grosses manœuvres de la part donc, du Bloc républicain et d'autres formations politiques pour essayer de renverser la tendance parce que ça paraissait trop extraordinaire. Et la campagne était vraiment rude dans cette localité-là. Mais à l'arrivée, l'UP a conservé, en train de conserver aujourd'hui les 6 communes sur les 6 du Koufo. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines confirmations de certains leaders dans leur localité. Oui, justement, parlant des leaders, André Dossat, on va y revenir tout à l'heure avec ces personnalités, membres du gouvernement ou encore députés. On verra si certains ont réussi à conserver, disons, leur hégémonie en ce moment à travers, après ces élections dans leur localité respective. Oui, Herman Parfait, Agnam Bossou, on vous écoute. C'est vrai que vous piaffez un peu d'impatience pour revenir sur quelques éléments d'appréciation d'André Dossat tout à l'heure, surtout Parakou, puisque vous êtes un expert, vous maîtrisez beaucoup plus la ville de Parakou. Oui, on vous écoute, Herman. Oui, quand on fait le point de l'existant, on constate qu'il y a d'abord les communes à statut particulier, Cotonou, Porto Novo et puis Parakou. Ce sont ces 3 communes-là qui sont à statut particulier. Il y a les communes qui ambitionnent devenir communes à statut particulier, un peu comme Abomey-Calavi, comme Djougou également. Oui. Il y a des arrondissements qui rêvent de devenir communes, ne serait-ce que communes simples, un peu comme Godomé. Et donc, quand on prend en compte tous ces éléments, vous avez dû constater, et le contexte même est là, le contexte c'est qu'il y a des ministres, par exemple, qui ont été interdits de candidature. Il y a des députés également et des suppléants qui ont été interdits de candidature, à ce niveau aussi. Il y a des DG, à quelques exceptions près, qui ont été également interdits de candidature. Ce qui fait que il y a un peu comme, j'allais dire, une sorte de délassement. On sait un peu, c'est pas... le monde ne me vient pas tout de suite, mais on n'a pas senti... On ne s'est pas intéressé, on ne s'est pas véritablement impliqué. On n'a pas senti l'implication de tous ces acteurs là-dedans, à part quelques-uns qui ont réussi quand même à mettre la main à la pâte ça je veux citer le cas de Cotonou par exemple, où on voyait l'UP en train de battre à plate couture toutes les formations politiques. Mais c'est ça n'a pas été le cas. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Le BR a montré qu'il est présent. La FCB également, à quelques endroits, y compris même le PAD, à certains endroits également, a montré quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et donc, quand on prend tous ces éléments, quand on les met bout à bout, vous avez également parlé de cet aspect, c'est que c'est la première fois, et je veux être démonté sur le plateau, qu'on assiste à des élections communales où le chef de l'État ne s'est pas impliqué personnellement pour dire je vais sur le terrain, il descend sur le terrain et donc il fait une campagne déguisée. C'est la première fois qu'on n'a pas assisté à ça et donc j'ai de la peine à croire que Patrice Talon même n'est pas dans un embarras de choix à soutenir l'UP, le BR, parce qu'on aurait pu assister à ce soutien-là, à l'expression de ce soutien-là, que peut-être que les choses auraient été autrement. Et vous avez cité le cas de Boniaï, par exemple, qui a laissé sa troupe en pleine bataille, mais qui n'a pas empêché cette troupe-là de pouvoir sortir la tête par endroits. Et donc, c'est à cela que je dis que les électeurs, un peu comme l'a dit André, ont voté utile. C'est-à-dire quoi ? Il y a le bilan des maires sortants qui a beaucoup joué. Les populations se sont dit, est-ce qu'on reconduit les maires qui sont là ou bien on change de nouveau? Et il y a également dans certaines villes les nouveautés. Vous avez vu le cas par exemple de Boycon. Le maire de Boycon qu'on a positionné à Cotonou. N'oubliez pas que les candidats qui ont positionné... Certains diraient que, bon, peut-être qui s'est senti un peu en difficulté dans Boycon, raison pour laquelle il est arrivé à Cotonou. N'oubliez pas que les candidats qui sont positionnés dans différentes villes, les populations savent
ce que ceux-là ont été dans la gestion des communes, dans la gestion passée des communes. Donc, les populations te disent, est-ce qu'on va mettre ceux-là encore en position pour qu'ils fassent telle chose? Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont joué, qui ont entré dans la balance. Oui, le cas de Boycon peut s'expliquer, pas parce que Luc Atropo était en difficulté à Boycon, mais parce que la formation politique à laquelle appartient Luc Atropo a fait l'option de ce que ce soit Luc qui vienne être candidat à Cotonou. Je crois que ça n'a rien à voir avec le bilan. Et je constate que les populations de Boycon, parce qu'elles ont expérimenté, elles ont fait Luc Atropo, qui se trouve être le second maire de l'aide de la décentralisation au niveau de Boycon, vu qu'il n'est plus là, je crois que c'est un élément qui a joué en faveur du bloc républicain, vu qu'il n'est plus là, ils ont peut-être fait l'option d'accorder... Justement, depuis qu'il a annoncé son départ. D'accorder le suffrage peut-être à une autre formation politique ou à une autre politique, le bloc républicain, parce que, ne se disant pas être en confiance vis-à-vis de peut-être ceux que Luc a laissés. Je crois que ce problème s'est posé. Peut-être que Luc n'a pas travaillé à sa succession et donc du coup ça a pesé dans la balance de ce que aujourd'hui les résultats donnent le bloc républicain beaucoup plus, je dirais, en pole position au niveau de la commune de Boycon. Quand on a quitté Boycon, on va par exemple à Parakou. Je voulais intervenir quand André se prononçait. À Parakou, plusieurs aspects peuvent expliquer la situation du bloc républicain. C'est peut-être le bilan du maire actuel, Charles Tokor, bien entendu, mais les populations de Parakou, comme bien d'autres, ont juste apporté la preuve que les forces Cori ou la force Cori pour un bien émergent, parce que c'est la force Cori pour un bien émergent, la FCBE, d'accord, a connu des problèmes internes. La FCBE, d'accord, a vu son président d'honneur ne plus vouloir faire chemin avec cette formation politique, mais ce ne sont pas des éléments qui ont impacté, je dirais, le comportement des électeurs à Parakou. D'abord, les électeurs à Parakou se sont dit, ce qui se fait aujourd'hui à Parakou, même si en termes de bilan, on peut dire que des choses ont été réalisées à Parakou, c'est du fait de la dynamique de l'État étant une continuité, ce qui se fait en ce moment devrait se faire. Donc les populations ne prennent pas ça comme, je dirais, un acquis pour la ville de Parakou. Second élément. Le second élément, c'est que depuis 2003, constatez avec moi que Parakou est en train de connaître les mêmes hommes politiques. Il y a ce qu'on appelle la lassitude. Donc, les populations se disent, ah oui, on a déjà vu depuis tout ce temps ces personnalités ces mêmes acteurs politiques, qui certainement, à un moment donné, on finit par se fourvoyer elles-mêmes, ces personnalités politiques. Et donc, se retrouvant être aujourd'hui les premiers acteurs au niveau de la ville de Parakou, ça a posé un véritable problème. Je le dis à visage de couvert pour dire, par exemple, que ce qui se fait entendre, par exemple, sur un député comme l'honorable Rachid Belamassi, n'est pas le Belamassi flinguant de 2003, de 2004, de 2006 et ainsi de suite. Donc, les populations se disent, on est fatigué d'avoir le même interlocuteur. On aurait pu comprendre ça, pour ne pas les envoyer au fond, pour être, je dirais, les interlocuteurs du bloc républicain, qu'on n'aurait peut-être pas eu, je dirais, ce résultat-là du bloc républicain, parce que, il n'y a que les populations voulaient un renouvellement de la classe politique. Ça n'a pas été entendu, je dirais, ce signal qui a été lancé par les populations. Malheureusement, dans les urnes, on le constate aujourd'hui, Christian. Donc, c'est un élément important. L'autre élément, Christian, on n'a pas besoin, je dirais, de beaucoup plus sensibiliser, informer et avoir l'adhésion des populations sur, par exemple, le logo. Le logo n'a pas changé. On a dit ce n'est plus les forces, c'est la force, mais ça reste toujours le Corée. Troisième et dernier élément, Christian, c'est que au niveau de la ville de Parakou, Christian Dandédian, il y a que les populations étaient beaucoup plus dans une dynamique de dire on nous a empêchés d'être aux élections législatives la dernière fois. Et donc, c'est l'occasion pour nous. Donc, il y a comme un vote par défaut. On ne vote pas pour le bloc républicain parce que les personnes, nos interlocuteurs, on est fatigué de les avoir en face de nous, bien entendu. Cette fois-ci, on vote pour, qu'on le veuille ou pas, la force que le point bien émergent, qui reste, je dirais, l'identité même de la ville de Parakou. Donc, je crois que ce sont ces éléments qu'il faut mettre ensemble pour constater un peu, je dirais, la débâcle des FCB au niveau de la ville de Parakou et notamment des acteurs qui sont en train, je dirais, de porter. Donc, ils ont montré, aujourd'hui, on fait le point, les acteurs là ont montré carrément leurs limites au niveau de la ville de Parakou. Ça, c'est oui, justement, quand vous remontez avec les mêmes éléments. Oui, au niveau des forces Cori pour un bien émergent, les acteurs ont-ils changé à Parakou pour qu'on ait ce résultat? Les acteurs n'ont pas changé, mais ils sont restés dans la même dynamique. Quand on prenait certains Yaya Obaka, il est resté FCBE,
Il n'est pas allé de FCBE à un autre bloc ou à un autre bloc et consort. Et il est l'incarnation de ce qui se fait dire au niveau de la ville de Parakou. Donc, quand Yaya Oubaka parle aux populations de Parakou, on voit à travers Oubaka le fils de Parakou, je l'emploie entre guillemets comme ça, qui est beaucoup plus proche des populations, qui a, je dirais, porté je dirais, les douleurs des populations, et donc du coup on lui retourne l'ascenseur. Reprenons comme Issifou Amadou. Issifou Amadou a été conseiller au niveau de la ville de Parakou en tant que force Kouroupouen Bénin émergent. Donc Issifou Amadou, ça ne fait pas nouveau. C'est toujours une force Kouroupouen Bénin émergent et les populations s'identifient bien d'autres également. Et donc quand je prends les mêmes éléments et que je les renvoie à Djougou, vous constaterez que si on devait les utiliser, eh bien les FCB et quand les partis au pouvoir n'avaient pas s'en sortir, Djougou a eu le mérite d'avoir avec une nouvelle tête qui déjà, comme l'a dit André, avait quand même pas impulsé une autre dynamique au niveau de la ville de Djougou. Et c'est, je dirais, à bon droit que le score que Malick Gomina a fait à Djougou aujourd'hui vient apporter la preuve que, eh bien, Djougou avait besoin, je dirais, d'acteurs nouveaux. Et cet acteur nouveau a travaillé déjà depuis très longtemps dans l'ombre en termes, je dis, des questions de développement. Et aujourd'hui, les populations de Djougou retournent l'ascenseur à Malick et les résultats sont bien éloquents. Il n'y a rien à faire. Et donc, je crois que ces éléments, même quand on les envoie un peu partout, dans le nord, il n'y a rien à faire. Ce sont les éléments qui ont pesé lourd dans la balance et qui expliquent le fait que la FCBE a eu le vent en poupe au niveau de cette à la différence des résultats obtenus à Tchaourou par les forces Kouroupouen Bénin à ce niveau. On va donner la parole également aux autres. Je vous explique. À Tchaourou, si entre-temps il n'y a pas eu, je dirais, un raz-de-marée de la FCBE, c'est parce que Tchaourou est resté, exactement, Tchaourou est resté à suivre, je dirais, le mot d'ordre. C'est-à-dire que vous ne direz rien à Tchaourou, ça n'est pas Boni Yahi. Un autre interlocuteur ne viendra pas parler à Tchaourou, c'est pas Boni Yahi. Donc du coup, vous venez là-bas, vous ne vous en sortez pas. Il n'y a que Boni Yahi qui viendra faire bouger les lignes au niveau de la ville de Tchaourou. Donc les populations se disent, on n'a pas Boni Yahi et donc du coup, on ne va pas voter pour la FCBE. On reste dans notre couloir et puis ça s'est passé comme ça. Donc c'est ce qui explique un peu le comportement. Et bizarrement, c'est l'union progressiste avec les tendances que nous avons qui vient en tête dans cette commune. Oui, André Dossa, vous êtes en ligne? Oui, moi je m'éloigne des comparaisons de Hakimé qui compare Djougou et c'est Hakimé qui compare. Oui, Hakimé. Voilà, donc vous concédez-moi ça que de vous en éloigner. Ça dit quoi? Les réalités ne sont pas les mêmes. D'abord par rapport à Parakou. L'analyse postule que oui, les populations en ont assez de voir les mêmes têtes. Je crois que non. Les politiques de Parakou actuellement, en tout cas tous les protagonistes de cette élection sont des gens de la même génération. Par contre, Adambi n'est pas candidat, il n'a pas été candidat à cette élection, Abadamassi encore moins, ainsi de suite. C'est un chef de corps qui, pour ainsi dire, n'est pas en tant que tel un ancien, c'est à sa première expérience et il a pris un mandat en cours. Voyez. Donc, on ne peut pas considérer que la population a eu marre de voir tout le temps la tête d'un Châteaucor qui a été le maire. Encore que je n'ai pas cité la tête de Châteaucor comme une tête qu'on a plusieurs fois vue. Je crois pouvoir dire que ils sont tous des fils de Parakou, à l'image de Yaya Aboubakar. Mais à Yaya Aboubakar, il me semble qu'il a impulsé une dynamique. Et attirant sur une fibre très délicate, mais à la fin, on peut trouver dans ces résultats, cette performance-là, que ça a pris. Je vais descendre vers le centre pour remarquer que, vous voyez, les déclarations qui ont coûté à Magansé, tout ce qu'il est plus utile de rappeler ici, les populations de Boycon n'ont pas tenu compte de ça dans leur choix. Les populations de Boycon n'ont pas tenu compte de ça. Ça veut dire quoi? Les politiques, les responsables politiques ont leur agenda, qui n'est pas forcément celui des populations. Lorsque vous voyez des candidats à l'intérieur du pays parfois qui vous disent non, nos électeurs ne sont pas dans WhatsApp, nos électeurs ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils savent très bien de quoi ils parlent. Parce qu'effectivement, ces électeurs-là ont leur réalité qui ne sont pas celles exprimées par les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, par exemple, au niveau de Parakou, FCBE peut faire une grosse performance, d'accord, quand juste à côté, à quelques encablures, à quelques décamètres, à Tchaourou, on ne voit pas cette ferveur-là du Kori. Hakimé estime que c'est parce que ce n'est pas Boni Yahi, institut personnel qui est venu donner les consignes. Donc Boni Yahi n'est pas allé non plus à Savert, il n'est pas allé à Banter pour donner les consignes. Vous voyez un peu. Voilà. Je crois que les déterminants
multiples et dans l'analyse, il faut vraiment les manipuler de façon à vraiment... Il semble ne pas être d'accord avec vous, André Dossat. Nous n'allons pas faire le débat entre Akimé et André sur les analyses des uns et des autres sur l'observation du comportement des électeurs sur le terrain. On va vous écouter d'abord, Herman Parfait à Niambosso, avant de passer à un autre sujet. Akimé, vous allez réagir. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand vous faites le point des tendances affichées par ces communales, vous vous rendez compte que la population, la population du Bénin ont exprimé le besoin de renouvellement de la classe politique. Quand, par exemple, je prends le cas de la Takora, de la Takora où justement, c'est intéressant lequel il y a un grand monsieur, on le connaît, Barthélémy Kassa. Aujourd'hui, c'est comme si les choses sont en train de lui échapper. Et donc, il fait partie, il est membre fondateur du Bloc républicain. Et ça consacre un peu ça consacre un peu le choix de nouveaux hommes. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui sont en train de prendre certaines positions. Et vous savez... vous voulez parler de qui, par exemple? On a vu le comportement des électeurs à ce niveau aussi, quand vous parlez de la grande circonscription, la 3e, qui était aux mains de Barthélémy Kassa, je dirais, membre du Bloc républicain, Matéri, Kobli, Tangueta et puis Boukoumbe. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les grandes tendances, c'est seulement Matéri qui reste en c'est Matéri seul qui est tombé dans l'escarcelle. Vous avez réussi à balader la parole. Allez-y, je le laisse faire. Quand on prend cette circonscription-là, c'est Matéri seul qui est en train de tomber dans l'escarcelle du Bloc républicain. Et même là encore, c'est limite en réalité. L'Union progressiste, porté par un certain Domitien Nouemou, a réussi à vouloir mettre, je dirais, dans son sac, non seulement la commune de Boukoumbe, d'où vient donc l'honorable Nouemou, mais également la commune de Tangueta, mais aussi la commune de Boukoumbe, avec le fils de feu député Nda, bien entendu. Donc, et même quand on va au-delà de ces 4 communes, vous allez à Tunkuntuna, vous remarquerez que c'est encore l'Union progressiste qui est en train de bien se comporter. Vous allez au niveau de la commune de Nati-Tengo avec l'actuel maire de la ville de Nati-Tengo, Éric Ponticamou, c'est aussi l'Union progressiste qui est en train de s'imposer. En gros, et là je rejoins Herman, on constate qu'il y a comme un désir, une volonté manifestée et affichée de renouvellement de la classe politique d'une manière ou d'une autre. Parce que quand vous allez à Tangueta, c'est un certain Kouaro qui est en train d'être porté en triomphe, ainsi de suite et comme ça. Donc on s'accorde avec Herman pour reconnaître qu'il y a véritablement, comme je dirais, une volonté de renouvellement de la classe politique. On va vous écouter, vous allez poursuivre votre analyse. Quand vous revenez à Aouida, par exemple, Aouida, vous constatez que c'est de nouvelles têtes également qui sont portées en triomphe à Aouida. En fait, les populations, quand même, ont fait des choix utiles. Maintenant, il y a l'autre élément qu'on ne tient pas suffisamment, dont on ne tient pas suffisamment compte, c'est ce que Martin Sogba dit hier sur ce plateau. Il y a également eu que sur le terrain, il y a eu achat de conscience. Déjà, on peut, par des comportements bizarres, des comportements voilés, essayer d'agir un peu sur le choix des électeurs. Ils sont pas nombreux, oui, on sait qu'ils ne sont pas nombreux, mais bon, il faut en tenir compte. Permettez que je revienne sur mon intervention relativement à la ville de Parakou. J'insiste pour dire que dans l'analyse, quand je la faisais, j'ai été clair pour faire constater que l'interlocuteur le plus en verve qui a été tout le temps sur le terrain en ce qui concerne ces communales, ça a été l'honorable Rachid Bamassi. J'insiste là-dessus pour dire qu'à un moment donné, il n'y a que ce résultat vient apporter la preuve que les populations, certainement, n'avaient plus à avoir comme interlocuteur au niveau du bord républicain certain Rachid Bamassi. Je le dis de façon péremptoire. Il y a rien à faire. Et j'insiste là-dessus pour dire qu'en termes de bilan, on ne tiendra pas rigueur à Charles Tokor parce que pour les populations, je l'ai dit et j'insiste là-dessus, il y a comme, je dirais, ce qui a été fait, on le met sous le couvert de ce que l'État est une continuité et donc ce n'est pas un mérite particulier de Charles Tokor d'avoir fait ce qui a été fait au niveau de la ville de Parakou. Donc, et à aucun moment il n'a été pour moi fait indexer un certain Samoa Damé parce que, eh bien, dans mon analyse, je n'ai même pas fait l'option de pouvoir l'impliquer dans l'analyse qui a été faite. Donc, en gros, ça, ce sera le dernier tour. La ville de Parakou, les populations se sont dit à un moment donné, eh bien, on fait le choix de cette manière parce que deux éléments, on n'a pas voté législative, soit on fait un vote par défaut ou bien on travaille à ce que bien on est. Merci Akimé. On va évoluer. André Dossat, ce sera le dernier tour de table. Je veux vous emmener à vous prononcer sur ce que nous avons
avons également observé à travers ces élections, ces personnalités. Je veux parler des ministres de Patrice Talon, des députés à l'Assemblée nationale qui sont des deux grands blocs, l'Union progressiste et le bloc républicain. Ils sont tous des leaders géographiques dans leur zone, mais est-ce que vous les avez véritablement senti jouer un rôle primordial, prépondérant dans ces élections, quand on sait qu'ils sont pour la plupart des coordonnateurs de zone? Non, je voudrais d'abord rassurer Akimé, je ne le dis pas de cette situation. Décidément. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui est candidat pour remplir à Parakou et non à Guadamasi et à Dambi, mais même s'ils sont des responsables du bloc républicain, et qu'ils doivent également assumer la performance du bloc républicain à Parakou. C'est indéniable, je suis d'accord là-dessus avec vous. Mais maintenant, rapidement, pour Ouida, je crois pouvoir dire que Ouida avait manqué un rendez-vous qu'il est en train de rattraper à travers la personne de Diego, qui va sans doute être le maire de Ouida. Et c'est une chance pour cette ville. Je l'ai dit en passant. Alors, sur la question donc des maires, des ministres ou députés, on n'a plus suffisamment de temps pour vraiment... Justement, si vous voulez, on peut ramener le sujet demain. Parce que là, c'est un sujet très très vaste. C'est-à-dire qu'il faut lire dans les résultats de ces différentes formations politiques les leaders qui les ont portés dans les différentes localités et en tirer les conséquences politiques. Vous avez suffisamment parlé tout à l'heure du gouvernorat. Vous savez, Barthélémy Kassa a longtemps régné, vraiment étendu son hégémonie sur cette zone, mais il a été alors mis en difficulté pendant cette élection. Sérieusement, oui. Il faut pouvoir lire ces éléments-là. Et aussi, pour ces ministres, autres ministres qui n'ont pas... Je préfère qu'on revienne sur le sujet demain, André Doussat, puisque nous n'avons plus assez de temps pour l'aborder. Alors, ça me permet alors de consacrer les dernières secondes qui me restent pour dire un mot sur Cotonou. Vous savez, Cotonou a été un des enjeux majeurs de cette élection parce qu'il y a un maire d'une ville de l'intérieur qui est positionné à Cotonou. Les résultats de l'Union progressiste peuvent me permettre de dire, d'abord, en attendant la confirmation bien évidemment de la Sénat, que contrairement à ce que certains ont pu faire croire, Cotonou a accepté, parce que l'Union progressiste est venue en tête à Cotonou. D'accord? Maintenant, est-ce que ça suffira pour que Atropo soit maire? Vous savez, on finit de voter après le choix du maire, c'est une autre paire de manches. Les taxations vont entrer en ligne de compte. Dans ce pays, on nous a appris à séquestrer des conseillers, des conseillers, justement, oui. On va revenir sur tout ça demain, André Doussat. Merci beaucoup, merci d'être resté au téléphone pour... Mais à la fin, on verra ce que ça va faire. D'accord, on reviendra sur ce sujet que vous avez à l'écran. Demain matin, le comportement des ministres, des députés à l'Assemblée nationale. Ont-ils réussi véritablement à jouer un rôle dans ces élections, alors qu'on sait qu'ils sont pour la plupart coordonnateurs de zone? Eh bien, c'est un sujet qu'on abordera. Demain, vous serez au téléphone à Kébé-Ségou aussi. J'espère que vous aurez la même inspiration qu'aujourd'hui. Non, l'inspiration est pas mal. Bonne journée, André. Bonne journée à vous, Akile. Vous restez au plateau. Il a abordé le sujet parce que demain, il sera sur le plateau, ni au téléphone. On va retrouver Franck Kenevo, qui est expert en communication et décentralisation. On reviendra donc sur l'attribution des sièges, la fameuse question liée aux 10% de suffrage au plan national. Désolé. Mais ce que vous buvez tous là, qu'est-ce que c'est? Eau Comtesse. Eau Comtesse. C'est nouveau? Non, Djedon. Nous prenons la gamme eau de Comtesse ici depuis un bon moment. Ah bon? Oui. C'est ceci que je prends pour me faciliter la digestion et pour bénéficier aussi des vertus du citron. Eau de fruits, citron, sans sucre. Ceci est mon préféré. Eau de fruits, citron, sucré. On sent bien le citron. En plus, c'est léger, frais et raffiné. C'est ça pour elle. Eau Comtesse bébé. Oui, voilà. C'est pour toi, ma chérie. Pépé, oui. Je pense que ça doit coûter les yeux de la tête, non? Ben non. Avec la gamme Eau Comtesse, c'est plutôt l'économie garantie pour la famille. Eau de Comtesse. Eau de fruits citron sans sucre. Eau de fruits citron sucré. Eau de Comtesse bébé. À chacun son eau. Cœur de la ville de Parakou, Loft Resort Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand.
À l'offre de ressort hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. L'offre de ressort hôtel, Paracou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. L'offre de ressort hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. L'invité du forum de discussion ce mardi, l'actualité liée donc aux élections communales et municipales. Vous êtes avec nous, Franck Kenevo, bonjour. Bonjour. Expert en communication et décentralisation. Oui, on va revenir sur cette polémique autour de l'attribution des sièges aux partis politiques. Un recours de l'Association nationale des communes du Bénin adressé à la Cour suprême le 8 février contre les mesures prises par la commission électorale dans le cadre des élections communales, recours portant sur plusieurs articles. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr cet article 184. Pour vous interviewer, je suis avec Herman Parfait, Agnam Boussou. La Cour a déclaré le recours fondé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné. Je commence par dire qu'en réalité, l'arrêt que vous venez de citer ne revient pas fondamentalement sur l'article 184 que vous avez évoqué, qui fait obligation à toutes les listes d'avoir au moins 10% au niveau national pour être éligible à l'attribution des sièges. Je crois que ce que la Cour a dit, entre autres, parce que c'est un recours de l'Association nationale des communes contre l'interprétation que la Sénat donnait à plusieurs dispositions de la loi, par rapport à la proclamation des résultats, par rapport à la gestion des 10%, et ce que la Cour a dit en substance, ce n'est rien d'extraordinaire. La Cour dit, oui, vous avez voulu dans votre première interprétation, lorsque on va calculer les suffrages valablement exprimés au niveau national et qu'on saura les listes qui n'ont pas pu obtenir 10% de ce suffrage, de ce chiffre de suffrages valablement exprimés au niveau national, on va éliminer ces listes-là du partage des sièges, mais on va aussi éliminer les suffrages que ces listes-là ont obtenus dans leur arrondissement, dans leur circonscription électorale. Et la Cour intervient pour dire,
vous ne pouvez pas éliminer ces suffrages-là parce que vous auriez manqué de considération à ces électeurs qui font partie du bloc détenteur de la souveraineté nationale. Donc, c'est en substance ce que la Cour a dit. Et ça aura des conséquences. Parce que, dans un premier temps, l'interprétation de la Sénat, qui pour moi, je suis rien, pour moi semble la plus pertinente, va permettre fondamentalement d'être en cohérence avec la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne que nous allons développer tout à l'heure. Mais l'interprétation de la Cour amène la Sénat à se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas attribuer des sièges parce que, justement, si vous regardez la solution que la Sénat a dû développer après la décision de la Cour, c'est que la Sénat dit maintenant que si dans un arrondissement, une liste arrive à avoir 10% au moins des suffrages exprimés, cette liste-là, si aucune autre liste n'a 10% dans l'arrondissement, c'est la seule liste-là qui va prendre tous les sièges. Si on vote pour toi à hauteur de 12%, comment on peut expliquer que tu prennes tous les sièges? Ce n'est pas la sincérité du vote, ça, mais c'est l'interprétation de la Cour qui amène la Sénat à prendre cette disposition dans l'élaboration de ces algorithmes pour proclamer les résultats. Et donc ça, je pense que ce que la Cour a donné comme orientation, c'est vrai, ce n'est pas dénué de sens. La Cour est dans la logique de la réforme du système partisan. La Cour est rentrée dans l'ensemble des textes de loi qui avait été pris récemment. Mais je crois que ceux qui ont conçu la réforme du système partisan veulent aller quelque part. Oui. Et les populations doivent comprendre ça. Dès lors que ces lois ont été votées, promulguées, nous devons rentrer dans cette dynamique. Mais à l'application, vous verrez que ça posera des problèmes. Oui. Parce qu'on dit... C'est parce que ça pose déjà des problèmes que les gens sont obligés de mener beaucoup de débats autour. Et la NCB était obligée également de saisir la Cour suprême pour apporter des précisions sur cet article 196 au niveau de l'attribution des sièges. Concrètement, à quoi devons-nous nous en tenir? Oui, et il faut comprendre que ce scrutin est particulier. Il y a des réformes qui ont changé la manière dont nous calculons les résultats lors des communales et des municipales. Avant, dès que vous regardez le jour même du scrutin, lorsque vous regardez les scores de chaque liste, vous avez déjà une idée de combien de sièges telle liste peut avoir, telle liste peut avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour attribuer les sièges, nous allons voir 4 cas de figure. Mais le préalable, c'est ce que vous avez annoncé, l'article 184, qui impose aujourd'hui que, avant de commencer par faire la répartition des sièges, il faut dans un premier temps dégager les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Suffrages valablement exprimés, ce n'est pas le nombre d'inscrits, ce n'est pas le nombre de votants, mais c'est le nombre de votants moins les bulletins nuls. Et donc, ça, c'est le premier niveau. Oui. Lorsque vous avez beau faire de bons scores dans des arrondissements, dans des communes, dans des départements, si vous ne franchissez pas, vous n'arrivez pas à franchir cette barre de 10%, vous n'aurez aucun siège. Aucun. Donc, il faut expliquer aux gens que les résultats qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont des résultats sortis des urnes, mais qui vont rentrer dans l'algorithme de la Sénat et vont sortir avec des élus qui peuvent ne pas être les élus qui sont en train d'être proclamés aujourd'hui. Dès lors que la liste est éliminée, la liste n'a plus de droit. Ok. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, nous venons dans un arrondissement où il y a un siège à pourvoir. Dans un arrondissement où il y a un siège à pourvoir, il n'y a pas de problème. C'est la liste, le candidat de l'une des listes qualifiées pour le partage des sièges qui a le plus grand nombre de suffrages qui prend
le siège. Ça, c'est simple, il n'y a pas de complication. Troisième élément, c'est que nous sommes dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges à pourvoir. Donc, premièrement, on va regarder s'il y a une liste qui a eu plus de 50% des suffrages exprimés. S'il n'y a aucune liste qui a pu obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, on va regarder s'il y a une liste qui a eu au moins 40%. 40% pour les communales, c'est une majorité relative, mais qui te donne la moitié plus un des sièges. Donc, si dans un arrondissement qui est la circonscription électorale, il y a une liste qui arrive à avoir au moins 40%, cette liste-là, on fait ce qu'on appelle la prime majorité, c'est-à-dire on donne la moitié plus un des sièges à cette liste-là. Donc, ça veut dire que si c'est 5 sièges dans l'arrondissement, on donne 3 sièges à cette liste-là. Ça, c'est la première répartition. Ensuite, le reste des sièges, c'est-à-dire les 2 sièges qui restent, sont répartis entre les listes qui sont qualifiées au niveau national. Et maintenant, le deuxième 10% intervient. Le deuxième 10%, lui, il est au niveau arrondissement. Donc, on repartit le reste des sièges entre les listes qui ont eu au moins 10% dans l'arrondissement. Alors, si c'est la seule liste qui a eu 40% dans l'arrondissement, qui a dépassé la barre des 10%, la Sénat dit qu'on lui donne tout le reste des sièges. Ça pose pour moi un problème d'éthique. Alors, mais par rapport à la décision de la Cour suprême, la Sénat ne peut rien faire parce que la Cour suprême demande à la Sénat de tenir compte de tous les suffrages valablement exprimés pour faire la circonscription électorale, pour faire la répartition des sièges. Donc, si vous éliminez des listes que vous ne prenez pas en compte dans le partage des sièges et vous maintenez leur suffrage, c'est que pour avoir la majorité, ça sera gonflé par rapport à ces listes-là. Donc, on est dans cette hypothèse-là. Donc là, on est dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges et il y a une liste qui a pu avoir au moins 40%. Voilà. Maintenant, la loi dit que si plusieurs listes ont dépassé la barre de 40%, on va donner la moitié plus un des sièges à la liste qui a eu le plus grand score, le plus grand nombre de suffrages. Maintenant, on vient dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges et aucune liste n'a pu avoir 40%. Au moins 40%. Alors, la loi dit qu'on va faire la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne. Alors, c'est quoi la représentation proportionnelle? La représentation proportionnelle, c'est un système qui favorise les grands partis, qui colle l'attribution des sièges au suffrage obtenu. Ça a 2 volets. Le premier volet, c'est l'usage de ce qu'on appelle le quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'arrondissement divisé par le nombre de sièges. Si nous sommes dans un arrondissement où il y a 1000 personnes qui ont valablement voté, c'est-à-dire quand on a éliminé les bulletins nuls, on est à 1000 suffrages valablement exprimés. On va diviser les 1000 suffrages là par les 5 sièges. Je crois que ça va donner 200. Donc, si vous avez ce quotient électoral, autant de fois que vous aurez ce quotient électoral, vous aurez de sièges. Donc, si vous avez, par exemple, 420 voix dans une circonscription électorale où il y a 1000 suffrages valablement exprimés, le quotient électoral étant 200, vous avez 2 fois le quotient électoral. Donc, on vous donne directement 2 sièges. Tous ceux qui auront atteint la barre de 200, le nombre de fois qu'ils auront atteint les 200, ils auront ce nombre de sièges. C'est ça. On fait cette première répartition. Ça, c'est la représentation à la proportionnelle. Maintenant, ça ne permet pas d'attribuer tous les sièges parce que les gens ne font pas le quotient électoral exactement. Donc,
il reste des sièges. Des virgules de sièges. Des virgules de sièges qu'on cumule et ça fait 1, 2, 3 sièges. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant à la plus forte moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va diviser le suffrage que vous avez obtenu dans l'arrondissement. On a parlé par exemple d'une liste qui a eu 420. On va diviser ça par le nombre de sièges que vous avez obtenus lorsqu'on a fait la répartition avec le quotient électoral. Donc, cette liste a eu 2 sièges, on avait dit. Oui. Donc, on va ajouter un siège fictif à cette liste. Ça va faire 3. Donc, on va diviser 420 divisé par 3. Le résultat qu'on va... Je ne suis pas fort en mathématiques. Le résultat qu'on aurait eu, c'est ça votre moyenne. 140. Ça fait 140. OK. Donc, on va garder et on va regarder pour tous les sièges et toutes les listes. On va faire la même chose pour toutes les listes. Et la liste qui aura la plus forte moyenne, c'est cette liste-là qui va prendre le siège qui est mis en jeu. Donc, on reprend l'exercice chaque fois et on attribue les 5 sièges. Maintenant, la difficulté que la Sénat même a reconnue, c'est que si on vient dans un arrondissement où personne n'a 40% au niveau de l'arrondissement et que personne n'a 10%, vous savez, ça peut arriver parce que on a éliminé des gens des listes en amont. Et probablement, si vous prenez chaque parti au Bénin à son fief. Donc, si on élimine par exemple 2, je pense qu'on aura au plus 4 listes qualifiées. Sinon, la vraie probabilité, c'est 3 listes. Alors, si on élimine 2, vous voyez que les 2 listes-là ont des fiefs. Oui. Si vous prenez BR au nord, il y a des arrondissements où BR peut aller jusqu'à 70%. Si vous prenez le PRD à Porte-Nouveau, il y a des endroits où le PRD peut aller jusqu'à 60, 70, 80. Si vous prenez IP, bon... Oui, chaque liste a son fief. La HACA dit quand on parle d'une liste, il faut parler de toutes les autres listes. Mais on a déjà voté, on n'est plus astreint à cette règle-là. Donc, si il arrivait qu'on élimine des listes et qu'on se retrouve dans leur fief, ça peut conduire à ce que les listes qui sont restées en lice n'aient pas les 10% dans l'arrondissement. Oui. Donc, la Sénat ne peut pas attribuer les sièges. Ces électeurs-là, on doit les reconvoquer pour qu'ils viennent voter dans les semaines, dans les mois à venir, afin qu'on puisse attribuer les sièges dans leur arrondissement. Et ailleurs, cette reprise des élections se fait sans les listes éliminées. Justement, j'allais vous poser la question de savoir quelles sont les listes. Notre loi n'a rien dit. La Sénat ne s'est pas encore prononcée là-dessus, mais la logique voudrait que les listes éliminées ne participent pas à cette élection. Donc, il y a ce cas de figure. Donc, ça fait, disons, 2 cas de figure qui, moi, à mon avis, vont poser problème parce que il y a le cas de figure où, dans l'arrondissement, les personnes n'arrivent à avoir 10%. Il y a le cas de figure où... Les 10%, c'est dans l'arrondissement ou au plan national? C'est les deux. C'est les deux. Lisez l'article... Parce que l'article 183 dit, par exemple, la détermination du nombre de sièges par arrondissement s'effectue sur la base d'une répartition proportionnelle au poids démographique. Ça, c'est le nombre de sièges que chaque arrondissement aura. Très bien. Vous parlez de 180... Avant vous voulez que je lise quelle disposition? L'article 187. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de représentation sur chaque liste. Oui. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des sièges de suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pouvoir. C'est ce que l'article 187 dit. 187.2. Au cas où 2 listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir. Je crois que c'est, 187.3. Ça continue, c'est plus de 187. Oui. Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, les sièges restants sont répartis en toutes les listes. Lisez doucement. Une fois
Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés. Voilà. Subtilement, la loi introduit une deuxième règle de 10% dans cet alinéa que vous venez de lire. Vous pouvez relire pour que les gens comprennent bien. Une fois effectuée l'attribution visée à l'alinéa précédent, donc alinéa 187.2, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés. Voilà. Moins de 10%. 10%, ces 10%-là existaient avant la réforme du système partisan. Parce que la finalité, c'était de donner une cohérence au conseil communal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a souvent les indépendants de petites listes qui se forment. Dans un arrondissement, on peut avoir 20 candidats. Alors, la règle de 10% au niveau local, au niveau des arrondissements, cette règle-là existait depuis 2003 pour permettre une stabilité au niveau du conseil communal. Mais cette règle, juxtaposée avec la règle de 10% au niveau national, ça va créer des problèmes. Monsieur Kenevo, sur la compréhension de 187 alinéa 3, bon, je suppose que les listes qui n'ont pas eu 10% sont déjà éliminées d'office de la répartition des sièges. Les 10% au plan national. Ça dit que si on prend le cas présent, si nous avons 5 formations politiques, il y a peut-être 2 qui seront, vous l'avez dit, qui seront éliminés. Ça veut dire que tout se fera au niveau des 3 partis politiques qui auraient obtenu les 10%. Les 10% au niveau national. Oui. Mais ici, on parle de 10% dans l'arrondissement, dans la circonscription électorale. Non plus, ça n'a pas été dit ici. On parle de 10% des suffrages exprimés. Exprimés? Oui. Donc c'est on n'a pas dit dans l'arrondissement. Non, c'est dans l'arrondissement. Les suffrages sont exprimés dans l'arrondissement. C'est après qu'on puisque cette règle-là, on l'a appliquée en 2003, on l'a appliquée en 2008, on l'a appliquée en 2015, elle existait avant. Tout le monde savait, tous les politiciens, tous ceux qui côtoyaient les élections communales et municipales savaient que si tu n'arrives pas à avoir 10% dans l'arrondissement, tu ne prends pas part à l'attribution des sièges. Donc cette règle-là existe depuis 2003. Mais la nouvelle règle de 10% appliquée au niveau national, soit on aurait pu garder les 10% au niveau de l'arrondissement, soit les 10% au niveau national. Mais juste à poser les deux, ça va poser des problèmes d'attribution. Alors, est-ce que vous voyez la Sénat s'en sortir? Et ça sera pratiquement la dernière question. Non, je pense que la Sénat, c'est comme un robot. Les législateurs votent la loi, la Cour suprême en donne l'interprétation, et eux, ils appliquent. Puisque c'est un système informatisé, donc ils pourront développer des applications conformes à ce que la loi dit. Mais ça va poser des problèmes si nous retrouvons dans un arrondissement où les listes éliminées ont fait un très, très bon score. Ça va poser des problèmes d'attribution de sièges dans ces arrondissements-là. Et deuxièmement, il y aura une injustice parce qu'une seule liste qui aurait eu 10% dans un arrondissement aurait raflé tous les sièges alors que le nombre de voix qu'elle a obtenu cette liste ne suffisait pas pour avoir tous ces sièges-là. Et donc, les gens, ça peut donner lieu à beaucoup de recours après la proclamation des résultats. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut que les gens comprennent que force doit rester à la loi. La loi, c'est la loi que nous nous sommes donnée. C'est cette loi qui sera appliquée. Elle sera peut-être comme des pilules amères pour certaines personnes, mais si la République s'est dotée de cette loi-là, c'est peut-être pour son intérêt.
Ouais, vous avez une question? Merci, C'est bon? C'est bon. Merci à vous, Herman Parfait, Niamboussou, Franck Kenevo. Merci beaucoup pour ces explications un peu complexes, complexes, compliquées à comprendre. En tout cas, merci beaucoup pour ces efforts. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver la régie Asiongon Kanyi Asiongon à réaliser pour nous la revue de presse. C'est cette revue que nous allons suivre et juste après, ce sera la fin de cette émission. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est l'heure des résultats provisoires avec de probables calculs au niveau des états-majors et comme le souligne en gros titre Fraternité, contrôle des mairies, une bataille à multiples enjeux. Tous sont fixés, croit savoir le journal pour lequel, dans les états-majors des 5 partis politiques en lice pour les communales, du dimanche dernier, avant même le verdict de la CEDA et la décision de la Cour suprême, l'heure est soit au grincement de dents, soit à la satisfaction pour le devoir accompli. Déjà le cap des 10% franchi et la majorité de sièges obtenus dans une commune en poche. L'objectif est automatiquement le contrôle de la mairie. Et c'est un secret de polichinelle que les villes à statut particulier suscitent les plus grandes convoitises. L'autre défi à relever, souligne le journal, l'autre défi à relever pour les partis qui ont des ambitions présidentielles, c'est de capitaliser 16 hôtels de ville en vue de l'obtention du quota de parrainage pour la bataille de la magistrature suprême. Et déjà, Bénin Intelligent affiche en gros les probables nouveaux maires des grandes villes. Lucas Trocco, parti de Boyko, avec l'ambition clairement affichée de contrôler la capitale économique, est favori à condition de convaincre ses pairs. À Boumé-Calavi, la cité dortoir, tout est encore flou puisque les 2 blocs de la mouvance, l'Union progressiste et le bloc républicain, sont au coude à coude. Il en sera certainement de même à Lokossa. À Boyko, le parti du cheval cabré a pris la ville. Les détracteurs de Armand Gansé n'ont pas réussi à décourager les électeurs. La prochaine mandature sera donc contrôlée dans la ville Carrefour par un républicain, contrairement à Boumé, la cité historique, où l'Union progressiste tient provisoirement la victoire. Dans la ville de Djougou, souligne le journal, sous la bannière du cheval cabré, Malik Gomina n'a pas fait de détails. Les tendances le créditent de 25 conseillers sur 33. Sur la question de l'attribution des sièges, Fraternité publie une opinion de l'expert Franck Kenevo sur les précisions de la Cour suprême. Plusieurs considérations légales entrent en ligne de compte pour l'attribution des sièges au sein d'un arrondissement, circonscription électorale et sur la façon
dont les sièges seront attribués. Franck Kenevol explique en 5 points, dans les cas des arrondissements à un siège, le cas des arrondissements à plusieurs sièges, la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En soulignant les trous dans la réforme du système partisan et en invitant à comprendre la situation des partis PRD, UDBN et FCBE, Bénin Intelligent écrit qu'au Bénin, peut-on en finir définitivement avec l'existence des partis régionaux dont les performances sont circonscrites dans leur fief traditionnel. Les élections communales et municipales ont en tout cas relevé que 3 des partis sur les 5 en lice n'ont pu convaincre des Béninois au-delà de leur marigot légendaire et traditionnel, fait observer le journal. En attendant les résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome, la Nation informe que depuis dimanche soir, l'institution reçoit les cantines pour procéder aux opérations de vérification des résultats issus des urnes au terme du scrutin des élections communales et municipales. Le journal d'ajouter que presque toutes les cantines sont déjà réceptionnées. Dans la suite, le journal L'Économiste s'intéresse ce jour à l'habitat pour tous et renseigne qu'une nouvelle augmentation du capital est en vue à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les dossiers pour décision à cette Assemblée générale extraordinaire par visioconférence concernent la modification de l'objet social de la Caisse et l'extension de ses activités au refinancement des prêts au logement consentis par les systèmes financiers décentralisés et propositions pour une augmentation au capital de 2 milliards de francs CFA. Merci de m'avoir suivi. Dans 3 petites minutes, il va sonner 9h. Merci à chacun et à tous de votre attention chez vous. C'était votre matinale Actu Matin. Très bonne journée du mardi. Demain, on vous retrouvera à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous, d'autres débats et également d'autres invités à avoir en plateau. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire.